Bonsoir à toutes et à tous. Donc, on est hyper content de vous voir aussi nombreux et nombreuses dans la salle pour présenter notre liste Nanterre ouvrière et révolutionnaire. En présence de notre tête de liste Thomas Esteves. On est très fiers donc, d'avoir réussi à déposer cette liste de 53 personnes, donc des travailleuses, des travailleurs, avec ou sans emploi, des retraités, des jeunes, qui représentent tous ceux et toutes celles qui font tout tourner dans cette société. Cette campagne, le fait de monter la liste, c'est le fruit notamment de beaucoup de porte-à-porte, de discussions, de rencontres. Et à travers cette liste, on voit qu'il est possible de se regrouper toutes et tous ensemble au sein d'une même ville et de mettre au cœur les habitants et les habitants de la ville de Nanterre, de se battre contre le système capitaliste destructeur. Donc nous allons commencer par une intervention qui nous tient à cœur avec Kiyen, un jeune sans-fac de l'université de Nanterre et qui fait partie du collectif des sans-fac, qui mène une lutte exemplaire et pleine de détermination pour avoir le droit d'étudier. Donc soutien inconditionnel, et c'est à toi Kiyen. Test 1, 2, 1, 2, est-ce qu'on m'entend bien? On m'entend bien, c'est parfait. Déjà, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous voir réunis ici. Pour commencer, on va déjà partir sur un pied d'égalité tous ensemble. Je vais commencer par me présenter. Moi, c'est Kiyen. Je fais partie du collectif des sans-fac de Nanterre. Le collectif des sans-fac, on est un groupe de personnes qui ont décidé de mener une lutte. Pourquoi on a décidé de mener cette lutte? Moi, dans mon cas, pour vous raconter, je sors d'une licence que j'ai pu obtenir. Voilà, moi j'ai de la chance, j'ai pu l'obtenir. Il y en a d'autres dans le collectif qui malheureusement sortent du bac et malheureusement n'ont pas accès aux études supérieures. Après avoir eu ma licence, qu'est-ce que j'ai fait très naturellement? J'ai candidaté sur mon master. Mon master, je pense que tout le monde connaît un petit peu, c'est l'équivalent de Parcoursup, mais pour l'après-licence. Après, du coup, mes fameuses candidatures, j'ai rien eu. Surprise, surprise, des taux d'accès à 3%, des taux d'accès à 4%, des places dans les masters qui équivaut à peine à une classe de lycéen. C'est 8 places, par exemple, dans mon master que je vise actuellement sur la fac de Nanterre. Il y en a d'autres, c'est même pire. Parfois, c'est des blagues, en fait. Il y a des masters, il y a écrit capacité d'accueil, une place. Et en fait, c'est d'un ridicule sans nom. C'est vraiment c'est le niveau du diabolique, le plus diabolique qu'on ait pu faire actuellement. Parcoursup et mon master. Du coup, après ça, vous imaginez bien, moi, j'ai continué ma vie. Du coup, j'ai postulé pour candidater. J'ai trouvé un travail. Je me suis dit, enrichir mon expérience professionnelle, ça va être la meilleure chose pour argumenter ma candidature auprès des masters. Deuxième année où je fais mon master, il se passe rien, comme d'habitude, je me fais refuser de partout, c'est pas une surprise. Est-ce que je suis étonné? Non. Est-ce que vous êtes étonné? Non, personne n'est étonné ici. En fait, la raison, elle est simple, il n'y a pas que moi en fait. Actuellement, niveau national, on est plus de 400 000 jeunes sans affectation. Parcoursup, mon master réuni. La problématique derrière ces 400 000 jeunes, en fait, c'est une injustice que je pourrais même pas nommer moi-même, parce que nous, dans le collectif, actuellement, on est 46 en train de lutter, et je vais pas vous faire une longue histoire, mais c'est des enfants de banlieue, c'est des enfants de travailleurs, c'est des enfants d'immigrés qui sont dans le collectif. C'est des gens qui, malheureusement, c'est pas des enfants de milliardaires. Voilà, c'est ça la vérité. Les enfants de milliardaires, l'accès à l'université, il est plutôt facile parce que quand les jeunes autour de moi, ils se font refuser l'accès à l'université et que malheureusement les seules alternatives, c'est les écoles privées, c'est une catastrophe sans nom ce qui arrive actuellement à l'université française. Et ça, c'est la première injustice face à laquelle on est en train de faire face. Mais cette injustice-là, en fait, on a décidé de se battre contre. On a décidé de se battre, nous, parce qu'on sait qu'on est légitime. On sait qu'on est légitime et on n'a aucun problème moral derrière notre lutte. Vraiment, la revendication principale, c'est étudier est un droit, pas un privilège. C'est le seul truc qu'on demande. Moi, quand je demande, quand je fais mes rassemblements, mes manifestations, la revendication, c'est juste étudier. C'est là, par exemple, être assis derrière... parce que quand je fais des interventions, souvent à la fac de Nanterre, j'explique aux étudiants, ouais, mon objectif, en fait, c'est d'être assis, de pianoter derrière un ordinateur, de prendre des notes et de pouvoir étudier. Moi, après ma licence, malheureusement, là, actuellement, c'est ma vie qui est en stand-by.
Là, c'est ma vie qui est un peu au point mort, comme le reste du collectif. Il y a des gens, moi j'ai eu la chance, j'ai pu obtenir ma licence. Mais dans le collectif, il y a des gens, ils sortent du bac sur Parcoursup, ils sont sans affectation. Ils, ils sont chez papa-maman, malheureusement, ils savent pas quoi faire, ils doivent trouver du taf. Et c'est une catastrophe, sans nom, je le répète, et je pense que je le répéterai jamais assez. Mais ce qu'on fait sur la fac, je l'ai déjà dit, mais des rassemblements, des manifestations. On fait tourner des pétitions, on essaie d'interpeller un maximum les responsables, les vice-présidents, la présidente même elle-même de la faculté. On essaie d'intervenir en cours pour sensibiliser un maximum les étudiants et les étudiantes face au droit qu'est l'éducation. Sauf que tout ça, en fait, nous, on a décidé de refuser cette logique de société. La double injustice, en fait, derrière tout ça, c'est pas juste mon master et Parcoursup. Sur la fac de Nanterre, en fait, depuis du coup juillet, c'est un mépris total. C'est en fait, on se fait ignorer. C'est une ignorance totale. C'est comme si on n'existait pas. Il n'y a aucune tentative de dialogue de la part de la présidence. Il n'y a aucun bon vouloir de sa part de vouloir mettre fin en fait à cette injustice sociale. Mais du coup, nous, quand on ne nous répond pas, qu'est-ce qu'on fait? On occupe. Elle veut pas nous donner rendez-vous, bah on va se donner rendez-vous. On va forcer un petit peu ça. Et y a pas de souci, ça nous dérange pas. Sauf que nous, quand on décide de faire ça, le résultat, le dialogue qui est mis en place, c'est l'envoi d'une centaine de CRS pour venir nous déloger. Je vais pas vous le cacher. Après, je sais pas si j'ai l'air criminel. Je sais pas si j'ai l'air d'un homme qui pratique le grand banditisme. Je pense pas. Je pense que vous l'avez compris, quand je parle de revendiquer le droit d'étudier, c'est seulement revendiquer le droit d'étudier. Il n'y a pas plus, il n'y a pas moins. Moi, j'ai eu ma licence. Le seul truc qu'on veut en fait dans le collectif des sans-fac, c'est vraiment pianoter derrière un ordi, prendre des notes. Et en fait, l'envoi de CRS, en fait, elle est juste, elle est catastrophique dans le dialogue et dans les priorités qui sont mises en place par la présidence localement, en tout cas sur la fac de Nanterre. Parce que les priorités que la fac de Nanterre, la présidence, met en place, c'est les mêmes priorités que le gouvernement d'Emmanuel Macron y met en place. En gros, actuellement, pour Macron, ça va être plus d'argent pour l'armée, plus d'argent parce qu'en fait, il y a la guerre. Et le collectif des sans-fac, je suis désolé Kian, mais tu vas pas pouvoir étudier, il faut qu'on fabrique plus de bombes, en fait, il y a la guerre. Du coup, on mettra de l'argent dans des bombes nucléaires et dans des déplacements de porte-avions pour la sécurité de la France. Et parce que, apparemment, il faut être craint pour pouvoir vivre convenablement. En fait, cette priorité du gouvernement qui est faite actuellement sur plus d'argent pour l'armée, plus d'argent pour les bombes, bien sûr, moins d'argent pour le service public, moins d'argent pour les facs, moins d'argent pour les hôpitaux. Je pense que personne n'est étonné, je ne vais rien vous apprendre là-dessus. En fait, localement, sur la fac de Nanterre, c'est un peu le même discours, c'est la même logique. C'est du coup le gel des embauches des personnels de la fac de Nanterre qui a été appliqué sur les 2 prochaines années. C'est aussi les fermetures de filières pour les étudiants. Les fermetures de filières vraiment à gogo, vraiment, c'est... Je ne sais pas, peut-être prendre du plaisir à faire ça. C'est la suppression d'heures de cours, donc de places. C'est des milliers d'heures de cours. Moi, je ne vais pas vous le cacher, je suis sans fac, je ne suis pas présent malheureusement au conseil d'administration quand ils décident de voter ce genre d'abomination. Mais c'est du coup supprimer des heures de place, supprimer des TD. Et c'est du coup, faut savoir que le seul budget actuellement sur la fac de Nanterre qui a augmenté, c'est le budget forcément de la sécurité, parce qu'apparemment la sécurité et être craint, c'est apparemment la priorité en France, hein, et l'éducation et chercher à s'élever, c'est pas forcément une priorité pour Madame Caroline Roland-Diamont. C'est plus de caméras aussi contre les mobilisations étudiantes, parce que ce qui fait notre force et ce qui fait peur vraiment à la présidente et ce qui fait peur aux personnes qui sont haut placées dans cette élite française, c'est en fait la mobilisation des travailleurs, c'est la mobilisation des travailleuses, c'est la mobilisation des étudiants et des étudiantes. C'est ça qui effraie le plus. C'est grâce à ça qu'on a la plupart de nos droits en fait. Si on ne se mobilise pas malheureusement, et je l'ai compris il y a pas si longtemps, parce qu'il y a quelques années de ça, j'étais pas forcément très au fait en fait de toutes les personnes qui décidaient d'aller manifester, qui décidaient de combattre pour préserver leurs droits. Moi, du coup, c'est à ce moment-là, cette année,
où vraiment je me suis rendu compte que malheureusement, en fait, les gens, cette minorité de personnes qui choisissent à ma place, je peux pas les laisser faire. Le collectif des sans fac, on peut pas les laisser faire. On est obligé de se battre. Sinon, enfin, je finirai avec une licence et ma vie, mon bon vouloir de continuer à étudier, le droit fondamental que je pense que vous connaissez tous, malheureusement ne peut pas être appliqué parce que mais c'est dommage, on a supprimé des places, on a supprimé des heures de cours. Mais le gel des embauches, on ne pourra pas embaucher de directeur de master. Ouais, mais oui, parce qu'on a voté le gel des embauches. L'hypocrisie, elle est terrifiante, elle est catastrophique même. L'hypocrisie, elle est tellement catastrophique que faut savoir que quelques jours avant d'envoyer les CRS lors d'une de nos occupations, en fait, le mouvement le plus hypocrite, je pense, que j'ai pu connaître de toute ma vie. En fait, juste avant, quelques jours avant l'envoi des CRS, Madame Caroline Arandiamont, la présidence, a publié un livre. Devinez sur qui? Elle a écrit une biographie sur Rosa Parks. Alors, qu'est-ce qu'elle raconte dans cette biographie? Après toute la répression que nous, le collectif des sans fac, on subit, on se demande bien. Et en introduction de son livre, Madame Caroline Arandiamont nous écrit: à toutes elles et tous ceux qui poursuivent le combat de Rosa Parks pour l'égalité et la justice, ici comme là-bas. Ici comme là-bas. Ici comme là-bas. Nous, le collectif des sans fac, quand on lutte contre l'injustice qu'on subit, là-bas, c'est nous le collectif des sans fac. Quand on agit, quand on manifeste, quand on fait des rassemblements, quand on occupe pour créer le dialogue. Nous, actuellement, on veut créer le dialogue, on est ouvert au dialogue avec la présidence. C'est la seule chose qu'on demande. Et elle ose écrire un truc comme ça, enfin... Juste après, en fait, nous envoyer les CRS quand on décide de lutter. Je sais pas, parfois je réfléchis, je suis dans mon lit, je me demande en fait qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Je me demande pourquoi, quand il y a une minorité de personnes qui décident de lutter, elles décident du coup d'envoyer les CRS et de pas forcément ouvrir le dialogue. Parce qu'il faut rappeler, c'est une spécialiste c'est une historienne spécialiste, la présidente de la fac de Nanterre, dans les mouvements sociaux de la fac de Nanterre. Les mouvements sociaux des États-Unis, pardon, excusez-moi. Alors pour finir rapidement, nous en fait on appelle au soutien le collectif des sans fac de la fac de Nanterre. On va pas se le cacher, notre force en fait, je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est vraiment notre nombre, c'est les étudiants, les étudiantes, les travailleurs et les travailleuses. Et c'est pour ça qu'on appelle au soutien, on appelle à la plus grande force, parce qu'actuellement on est en mars. Le collectif des sans fac, on est toujours présent, on va pas lâcher, on est là depuis juillet. Et vraiment, si Madame Caroline Arandiamont regarde ça, sachez que même en mars, on est là, en avril, on sera là, en mai, on sera là, et vraiment, on lâchera pas, on lâchera rien du tout. Merci beaucoup. Merci Kylian. Des feuilles de contact vont circuler dans la salle, donc n'hésitez pas à mettre vos coordonnées donc pour qu'on puisse continuer à vous tenir au courant des différentes échéances et à militer ensemble. Donc ça va circuler. Donc maintenant, on va passer à la parole à Mathilde Eisenberg, professeure des écoles à Nanterre depuis 15 ans et membre du MPA révolutionnaire. Ouais, salut à toutes et tous, chers amis, chers camarades. Je suis Mathilde, en effet enseignante à l'école Jacques Decour, qui est une école située dans le quartier des Pablos. Et ça fait effectivement 15 ans que j'enseigne dans cette école. Et ce quartier-là, des Pablos, qui est un quartier un peu emblématique de Nanterre, pour différentes raisons, mais ce quartier-là, c'est un peu une espèce d'allégorie de la société capitaliste dans laquelle on vit. Ce quartier, il est littéralement situé au pied des tours de la Défense. Quand tu lèves la tête, tu vois les tours de la Défense, les tours de Total, les tours de la Société Générale. Donc ce quartier, il est situé au pied des tours des plus grandes entreprises, celles qui engrangent le plus de bénéfices, celles qui sont cotées au CAC 40, Total par exemple, qui engrange 15 milliards de bénéfices par an, et dont les patrons et les actionnaires de ces entreprises se gavent et réalisent leurs profits uniquement
en extorquant, en exploitant les salariés, en exploitant et en faisant transpirer les travailleurs et les travailleuses. Et quand tu bosses ou quand tu habites au Pablo, ce truc-là de la société capitaliste, c'est pas un truc abstrait, c'est vraiment du concret. Ce quartier-là, donc, qui est situé vraiment en fait au pied des patrons et des capitalistes, c'est un quartier dans lequel il y a 47% des habitants qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. 47% des habitants qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. C'est un quartier dans lequel il y a 23% de ceux qui font vivre leur famille qui occupent des emplois précaires, qui n'ont pas un emploi stable. C'est-à-dire qu'il y a presque... non, c'est 23% seulement qui occupent un emploi stable. Ça veut dire qu'il y a presque 80% des familles de ce quartier qui vivent d'emplois précaires, de petits boulots, qui sont payés au lance-pierre au jour le jour. Et ça, au pied de ceux qui sont en train de se gaver de profit. Et je vous assure que quand on bosse dans le quartier, je travaille en maternelle en plus, chaque jour dans la cour de récré, on regarde ces entreprises-là et on essaye de méditer un peu le slogan qu'il y a sur le fronton des écoles, liberté, égalité, fraternité. Et même quand tu es un gosse de 4 ans, en fait, tu sais que ce qui est écrit au fronton de ton école, c'est un mensonge honteux. Oui, un mensonge honteux. C'est quoi la liberté dans cette société ? La liberté de se lever tous les matins pour aller se faire exploiter par un patron pour gagner un salaire de misère ? Ou alors la liberté de fermer sa gueule dans l'entreprise quand le patron il te dit de faire ça ou ça ? Ou alors la liberté quand tu oses l'ouvrir, quand tu oses contester le pouvoir de ses patrons, c'est la liberté de se faire condamner par la justice comme notre camarade Gaël qui vient de se prendre 6 mois de prison avec sursis, tout simplement parce que lui et ses collègues postiers ont essayé de contester le pouvoir de décision de la direction de la Poste. C'est quoi cette liberté ? Égalité ? Enfin pareil, hein, même quand tu ne sais pas compter et que tu as 4 ans, tu as bien compris que le PDG de Total qui touche 5,5 millions d'euros par an, c'est-à-dire à peu près 450 000 euros par mois, tu as bien compris que l'égalité avec ton daron qui touche entre 800 et 900 euros par mois, bah, elle n'est pas encore vraiment gagnée, l'égalité. Hein. Parce que c'est ça le seuil de pauvreté. Hein. On parle de familles qui vivent avec 800, 900 euros par mois. Bon, quant à la fraternité, je suppose qu'on parle sans doute du flic qui a fraternellement tiré avec un flingue à 16 cm du pare-brise de Naël, et qui, là, presque 3 ans après les faits, allait peut-être être jugé par une cour d'assises, mais qui, grâce à la cour d'appel de Versailles, juridiction d'ailleurs qui est toujours très en faveur de notre camp social, hein, les postiers, encore une fois, en ont fait l'expérience, eux aussi, ils ont été jugés par la cour d'appel de Versailles. Donc cette cour d'appel de Versailles, grâce à elle, ce flic, il sera finalement poursuivi pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner. J'ai regardé un peu en détail ce que ça signifiait, ce jugement, pour un peu comprendre ce qu'étaient en fait les motivations de ces juges-là. Et donc les juges, ils disent, en général, les critères qui sont retenus pour qualifier un meurtre, c'est un crime qui se déroule avec une arme dangereuse. Bon, un flingue, voilà, c'est plutôt une arme dangereuse. Un crime où tu vises avec une courte distance, le tir se passe à courte distance. Bon là visiblement c'était 16 cm du pare-brise, on peut estimer que c'est une courte distance. Et le fait de viser une zone vitale. Naël il s'est fait abattre par une balle qui est rentrée dans son thorax. Globalement on comprend que c'est une zone vitale. Alors mais les juges, ils argumentent sur le fait que là, l'arme à feu, elle n'a pas été utilisée dans le cadre d'un différend en fait entre deux personnes. Elle a été utilisée dans le cadre d'une opération policière. Voilà pourquoi ils requalifient et c'est plus un meurtre, c'est violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un permis de tuer pour la police. Tu as le droit d'utiliser un flingue pour tuer quelqu'un. Si c'est dans le cadre d'une opération policière, il n'y a pas de souci les gars. Et ils ajoutent, alors en tirant, le policier, il avait nécessairement conscience qu'il existait un risque létal pour le conducteur.
mais cette conscience n'établit pas ipso facto son intention d'ôter la vie. Donc tu sais que tu peux le faire mourir, mais si tu tires, en fait, tu ne sais pas vraiment si tu vas lui ôter la vie. Mais enfin, je ne sais pas qui peut rendre un tel jugement autre qu'une justice de classe. Sérieusement. Alors après tout ça, c'est évident que qui peut s'étonner qu'il y ait une colère qui explose? Alors oui, les émeutes des banlieues, comme on les nomme, c'est une colère sincère. C'est pas la colère la colère policée dans les salons de Matignon. Non, la colère des émeutes des banlieues, c'est la colère sincère de ceux qui n'ont rien à perdre à cette société. Et cette colère, elle fait flipper en fait. Elle fait flipper toute la classe politique et elle fait flipper y compris cette gauche réformiste, celle qui nous vend la possibilité en fait de jours heureux dans ce système capitaliste, celle qui nous vend la possibilité d'améliorer ce système, de le rendre plus égalitaire, plus vert, plus juste, mais qui au fond, qu'est-ce qu'ils font? Ils œuvrent dans le sens du maintien de ce système. Et quand en fait cette société-là, elle est au bord de la fracture, elle semble au bord de l'implosion, ben cette gauche-là, comme tous les autres, ils en appellent au calme, ils en appellent à la stabilité. Eh bien, nous, on n'est pas de ceux-là. Au contraire, nous, on n'est pas de ceux-là. On est ceux qui disent l'instabilité de ce système et le renversement de ce système, le détruire. Nous, on est de ce camp-là. On est révolutionnaire, c'est ça qu'on essaye d'affirmer ici sur nos affiches. On l'assume, le fait qu'on a envie d'en finir avec ce système, qu'on n'est pas pour le colmater, pas pour le réparer, pas pour l'adoucir. Et oui, on veut le porter fièrement jusque dans les élections municipales, je dirais. Ce discours-là, ces idées-là, on a envie de les porter jusque dans les élections municipales. On nous fait croire en fait que ces élections municipales, ça serait des élections différentes. Comme si on n'allait pas discuter politique, parce que vous comprenez, les élections municipales, c'est s'occuper de la vie des vrais gens, quoi. C'est la majorité municipale de la ville de Nanterre, une ville de gauche depuis 1935. Elle est fière, quand j'ai lu un peu les articles de presse qui sortaient autour de cette majorité municipale, ils sont fiers de se définir comme la gauche gestionnaire. Et tout le feuilleton là, actuel sur la division de la gauche à Nanterre, donc ils sont divisés entre 5 listes, dont toutes les têtes de liste de ces 5 listes sont issues de l'ancienne majorité municipale, de la majorité municipale actuelle. Ils sont divisés en 5 listes. Donc c'est un petit feuilleton, d'ailleurs, dont on a du mal un peu à comprendre les ressorts politiques. Je vous assure que pour préparer le meeting, j'ai essayé de lire les programmes de tous les candidats. Et en fait, quelle est la substance politique de cette division? On a vraiment du mal à la comprendre. Par contre, ce qu'on comprend, c'est que c'est un peu une querelle d'ego, une querelle de place. Quelle personne aura le plus de place dans cette liste? Mais au final, ils sont un peu tous d'accord pour défendre cette perspective. Gérer un peu mieux comme ci, gérer un peu mieux comme ça. Même le slogan, enfin la liste de LFI a dit faire mieux pour Nanterre. Donc on va gérer mieux. Tout cela, bon, sans animosité, il n'y a pas eu d'animosité contre nous dans la campagne. Mais en gros, le reproche qu'ils nous font, c'est que nous, on ne voudrait pas mettre les mains dans le cambouis. Mais enfin, il faut être sérieux. Ils ne sont pas en train de mettre les mains dans le cambouis de l'usine, dans le cambouis de l'entreprise. Ils sont en train de mettre les mains dans la merde des capitalistes. Et nous, on l'affirme, on ne veut pas gérer la merde des capitalistes. Quand tu gères les affaires avec les règles qui sont fixées par les capitalistes, bah bien évidemment, tu finis par faire des choix qui vont à l'encontre de notre camp social. Je vous donne un exemple que je connais bien parce que je bosse en maternelle et je vous donne l'exemple des ATSEM. Les ATSEM, c'est donc des agents territoriaux qui sont affectés dans les écoles maternelles, qui sont des agents qui aident les enfants dans les classes et qui font aussi le ménage, l'entretien des locaux. Depuis 2013, la mairie de Nanterre, elle a entamé une opération de dégraissage des postes d'ATSEM. Elle supprime petit à petit des postes d'ATSEM. Alors, ils expliquent que bien évidemment, ce n'est pas de leur fait, qu'ils sont contraints par un budget austéritaire,
un budget austéritaire qui a été décidé bien évidemment par le gouvernement, par Macron, nanana, mais en attendant ils sont contraints de supprimer ces postes. En 2013, ils suppriment 14 postes d'ATSEM, en 2023, 16 postes d'ATSEM. Moi, quand j'ai commencé à bosser sur cette ville, il y avait une ATSEM dans chaque classe maternelle. Et puis, ils ont commencé à dire une ATSEM pour 2 classes. Et puis, plus d'ATSEM chez les grandes sections. Et au final, quand tu réfléchis, ils se comportent clairement comme une entreprise, comme une boîte, je vous assure, comme les réorgs à la poste. Seb en parlait au meeting de Gennevilliers, mais c'est exactement la même logique. Ils suppriment des emplois, ils répartissent la charge de travail entre les agents qui restent, parce que ces ATSEM, elles ne sont pas simplement en train d'aider dans les classes, mais elles font aussi le ménage des locaux. Tu supprimes une ATSEM, mais en fait, il y a toujours autant de classes dans les écoles. Et donc, ça veut dire qu'une ATSEM qui faisait le ménage d'une classe, elle se retrouve à faire le ménage de 2 classes, et puis de 3 classes. Et donc, la conséquence, c'est que bien évidemment, les agents sont épuisés, ils se mettent en arrêt maladie, il y a des accidents du travail, et que ça ne tient pas. Le ménage n'est pas fait, les classes sont sales, les parents gueulent, les enseignants gueulent, tout le monde gueule. Que fait la mairie de Nanterre? Elle recrée des postes d'ATSEM? Non. Elle embauche des contractuels. Des contrats précaires. Dans mon école, il y a une collègue qui bosse, Keltoum. Son contrat, c'est 2 heures de ménage tous les matins, les jours où il y a école. C'est-à-dire qu'elle n'est pas payée pendant les vacances scolaires, elle n'est pas payée les mercredis, elle n'est pas payée quand elle est en arrêt maladie. Voilà la politique de gérer avec les contraintes du capitalisme. Donc nous, c'est clair qu'on ne veut pas faire ça. Nous, les conseillers municipaux qu'on a envie d'envoyer, et la liste qu'on présente aujourd'hui, qui est une liste de travailleurs, de travailleuses, de jeunes, ceux qu'on a envie d'envoyer dans ces conseils municipaux, c'est des travailleurs qui ne vont pas dire « on va gérer mieux que vous ». C'est des travailleurs qui vont permettre à nos revendications, à nos luttes, de faire irruption dans ces conseils municipaux, de faire irruption dans leur salon. Et je dis nos revendications et nos luttes. Parce que pour nous, il n'y a pas vraiment en fait d'autre option que les travailleurs, les travailleuses, on prenne nos propres affaires en main. Et ces luttes-là, qu'on a été un certain nombre à mener sur ce département, je pense bien évidemment au Sans-Fac, je pense à des luttes un peu exemplaires qui ont été menées par les camarades de la Poste, des grèves depuis de plus d'1 an. La grève qu'on a menée en 2019 contre la réforme des retraites, où on a été pendant plusieurs semaines à bloquer le dépôt de bus RATP de Nanterre avec des collègues de l'Interpro, des étudiants, des enseignants, des postiers, des salariés du privé. C'est ce type de lutte qu'on veut faire émerger sur la scène politique parce qu'on pense qu'il n'y a pas d'autre alternative de prendre nos enfers en main. Et bien évidemment, je termine avec ça. Nous, sur la ville de Nanterre, avec Marie et avec d'autres, on a été un certain nombre à mener des bagarres de ce type-là dans les écoles contre les fermetures de classes, y compris on a mené ces grèves et ces luttes en commun avec des parents d'élèves qui a permis la constitution d'un collectif parents-enseignants sur la ville de Nanterre et qui va avoir du pain sur la planche à la rentrée prochaine parce que là, ce qu'on nous annonce, c'est 48 suppressions de postes classes sur le département à la rentrée prochaine. On sait déjà que les écoles de Nanterre ne seront pas épargnées malgré une situation bien désastreuse déjà sur les écoles de Nanterre. Donc bien évidemment, c'est ce type de choses qu'on va porter dans la campagne, qu'on voudrait voir émerger dans les conseils municipaux et c'est pour ça bien évidemment qu'on va tous vous inviter à voter dimanche pour notre liste. Et bien évidemment, on va vous encourager à continuer à lutter et à vous mobiliser avec nous parce que malheureusement, il n'y a pas d'autre option. Donc là, je vais laisser la parole à Copélia. Co-tête de liste.
Ouais. Ouais, bah salut tout le monde, c'est un plaisir de voir une salle remplie comme ça. Je vois beaucoup de jeunes, je vois des collègues aussi de différents secteurs, de camarades de la Poste, etc. C'est vrai que dans la salle, on est un certain nombre à avoir déjà mené des luttes ensemble. Il y a des camarades qui nous ont aidés, soutenus à tenir en fait la campagne municipale qu'on tient là en ce moment. Et puis j'ai l'impression des camarades peut-être pour qui c'est la première fois qu'on discute. Je pense que c'est vraiment important ce type de moment de se poser le problème de comment on ne fait pas juste subir, mais comment on s'organise. Et ça passe aussi par se regrouper, discuter ensemble. Nous, voilà, on est le NPR révolutionnaire, on est des militants et des militantes révolutionnaires. Parce qu'en fait, on pense que c'est pas possible aujourd'hui de réformer le système capitaliste, mais que la seule chose qu'il faut, c'est le renverser entièrement, et que pour nous, il n'y a pas d'autre solution. Et si on prend comme exemple ce que disait Mathilde sur la question de la police, les violences policières, Naël, dont Mathilde nous a parlé, en fait, ça montre la société dans laquelle on vit, la société capitaliste, où en fait, c'est une société où celles et ceux qui font tout tourner, celles et ceux qui ont construit la société, qui ont construit le pays, dont des travailleurs et travailleuses immigrés, étrangers, sont parfois en fait entassés dans des quartiers, entassés dans des cités, dans des ghettos où tu as des jeunes à qui on réserve absolument aucun avenir. Là, c'est ce qu'on voit sur la politique globale du gouvernement, mais c'est des galères. C'est la galère pour trouver des tafs, c'est la galère pour avoir accès à un diplôme, pour avoir accès à l'université, ce que racontait Kien. Et c'est pour ça que c'est important ton intervention, et qu'on soutient évidemment et qu'on félicite les camarades sans fac sur l'université qui ont décidé de prendre à bras le corps cette question-là. Donc c'est la question de dire, quand tu es enfant de travailleur, de travailleuse, quand tu viens des quartiers populaires, en fait, tu n'as pas accès à l'université, tu n'auras pas de diplôme. On voit bien dans cette société comment c'est déterminant aussi sur la suite de tes conditions de vie, tes conditions de travail. Mais en parallèle, ils mènent une politique consciente quand même. Ça, on a eu l'occasion de beaucoup en discuter pendant la campagne. Je ne vais pas forcément développer, mais quand même pour qu'on ait en tête. C'est un truc de tu vas pas à la fac, par contre, tu vas vite au charbon, hein. Et ça, là-dessus, ils sont carrés. Là, il y a le MEDEF, vous avez vu, qui a sorti un nouveau truc avec le nouveau contrat CDI pour les jeunes. On sera payé en dessous du SMIC. Et sinon, si tu fais pas ça, c'est la case armée. Il y a toujours le service militaire volontaire. Tu peux candidater sur Parcoursup. Là-bas, tu es nourri, logé, tranquille. Et puis quand tu reviens, tu as plus d'accès à des tafs, à des facs, etc. Sauf que ça veut dire s'adresser à ces jeunes-là à qui on donne aucun avenir, pour avoir que ça comme option pour avoir une fac, sauf que ça veut dire aller tuer des travailleurs et des travailleuses dans d'autres pays, ou alors ça veut dire servir l'armée, les intérêts impérialistes et coloniaux de la France partout dans le monde. C'est ça en fait aujourd'hui les perspectives qu'ils proposent à la jeunesse, c'est de l'utiliser pour en faire le plus de profit possible, en attaquant les enfants de travailleurs et travailleuses, mais y compris en premier lieu les jeunes issus de l'immigration et dans les quartiers populaires. Et donc bien sûr, pour maintenir toute cette logique-là, en fait, il faut bien que ces jeunes restent bien entassés dans leur quartier, et surtout qu'ils soient sages et qu'ils n'ouvrent pas trop leur bouche pour maintenir l'ordre dans tout ça, parce que sinon les patrons, ils font comment pour les exploiter, tous ces travailleurs et tous ces jeunes, s'ils passent leur vie à contester la société, le racisme, les violences policières. Donc pour ça, en fait, il y a plusieurs outils que le capitalisme il a mis en place. Ça s'appelle l'oppression, le racisme d'État, l'islamophobie, les divisions. Et là, on est pile dans la logique du capitalisme. On est dans le cœur de la manière dont fonctionne le système capitaliste. Le capitalisme, c'est l'exploitation et c'est l'oppression. Ça veut dire que le patron, pour se faire un max de thunes, pour que tu aies cette fameuse minorité qui se fait de la thune sur le dos de la majorité de la population, ça veut dire que tu vas avoir des travailleurs et des travailleuses qui fabriquent des trucs, ils font des choses, ils travaillent, ils construisent la société, des choses essentielles. Et en fait, le patron, il va venir et puis il va te prendre un giga pourcentage sur ce que tu as fait. Par contre, lui, évidemment, il n'a rien fait, hein. C'est juste qu'il détient l'entreprise, il détient le logo, il est propriétaire, quoi. Donc, il fait rien, mais il a un énorme pourcentage sur ce que tu produis. C'est ça, en fait, l'exploitation. Et le patronat s'est pas arrêté à cette logique-là. Il a dit, en fait, on va regarder parmi les travailleurs et les travailleuses et parmi la population. Puis, en fait, on va faire des tris. Et en fonction des profils, en fait, il y en a qu'on va exploiter encore plus. Il y en a qu'on va encore moins bien payer. Et donc, on va dire, c'est les travailleurs et les travailleuses qui sont issus de l'immigration, les travailleurs et travailleuses étrangers, étrangères, les sans-papiers. Puis, il y a les femmes. Et puis, il y a les LGBT. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On fait de la thune sur tous ces gens, mais on va les diviser, et puis ceux-là, on va les payer encore moins que les autres. Ceux-là, ils auront encore moins de droits que les autres. Les sans-papiers, ils n'ont même pas accès à la sécurité sociale.
Donc en fait, le capitalisme, c'est pousser jusqu'au bout la logique du profit, partout et comme ils le peuvent. Mais comment tu fais ça pour exploiter tous ces gens-là sans que tu aies des grèves, même en solidarité? Comment tu fais pour que, je sais pas, par exemple, tu n'aies pas des grèves tout le temps pour ton collègue qui est sans papier, qui fait le même taf que toi, mais qui n'a pas les mêmes droits, pour ta collègue femme qui fait le même taf que toi, mais qui est payée en dessous, qui a un salaire inférieur à toi? Bah pour pas qu'il y ait de grève tout le temps, 24 heures sur 24, et bah le patronat, il divise. Il utilise le racisme, le sexisme, les LGBT-phobies pour ancrer tout ça dans la société, ancrer tout ça dans la tête des travailleurs et des travailleuses, pour s'assurer que les gens ils soient bien divisés et qu'ils ne puissent pas se regrouper ensemble et lutter et que personne ne bronche. Donc vous voyez, en fait, ça montre un truc assez clair, tout ça. C'est que si les oppressions continuent d'exister, c'est parce qu'en fait, elles servent les capitalistes, elles servent les patrons pour faire leur thune. Et nous, c'est pour ça qu'on dit que pour mettre fin à toutes les oppressions, il va falloir renverser l'entièreté du système capitaliste. Et pourquoi je dis tout ça? Parce qu'en fait, les violences policières, cette police de classe, en fait, c'est pas juste une affaire de racisme ou de mauvaise police. Hein. Genre, on pourrait avoir une police plus tranquille, un peu moins raciste, un peu plus... Ça n'existe pas, hein, de réformer la police. Parce qu'en fait, c'est dans son existence même. C'est l'ADN de ces institutions, de la police, de la justice, de fondamentalement faire régner le capitalisme. Permettre au capitalisme de pouvoir exister. Donc d'un côté, tu as l'exploitation, tu as l'oppression, et puis de l'autre côté, l'État, ils ont construit, en fait, les États, ils ont construit des outils qui sont super pour maintenir l'ordre dans les quartiers et dans la société. C'est ce qu'on dit, c'est la police. Et puis c'est l'armée. Mais la police, c'est celle qui a tué Zied Ebouna, Adama, El Hassan Diarra. C'est celle qui tue aujourd'hui encore en Kanaki pour maintenir l'ordre colonial et les intérêts impérialistes français. C'est la ICE aux États-Unis qui poursuivent et qui font la chasse aux immigrés. Donc c'est une police de classe, de leur classe contre la nôtre. Mais c'est aussi une justice de leur classe contre la nôtre. Parce que c'est ce que disait Mathilde avec le meurtre de Naël. En fait, on a compris un truc simple, c'est que la police, elle pouvait tuer tranquille, hein, en toute impunité. C'est ce que disait Mathilde. Ils ont caractérisé ça comme des violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Alors qu'il y a des vidéos quand même. Hein. On a tous vu ce qui s'est passé. Donc en fait, aujourd'hui, un keuf, il peut tuer sur n'importe qui et puis on n'appelle pas ça un meurtre. Par contre, c'est quoi les bavures qu'on voit là sur Sarko, sur Bolloré, sur Total? On n'en voit jamais en fait. Les bavures policières, c'est jamais sur les patrons. T'as eu combien de patrons qui ont été condamnés? Par contre, les postés du 92, voilà, Gaël, 6 mois de prison avec sursis, comme disait Gaël. Les sans-fac, ils occupent le bâtiment de la présidence pour avoir une inscription. C'est 3 fois qu'on leur envoie les keufs sur leur gueule pour déloger une occupation qui était pacifique. C'est des procès. C'est un procès là qui est en cours à l'université de Nanterre pour une affiche qui dénonce la politique qu'ils mènent. La CGT, elle nous dit, en ce moment, il y a 1000 militants qui sont visés par la répression syndicale. C'est des yeux crevés de manifestants en manifestation de gilets jaunes par la police, des militants et des militantes pour la Palestine qui sont soulevés chez eux à 5h du matin. Donc oui, c'est une justice de classe. Et puis là, on regarde, alors là, franchement, nouveau truc, avec l'affaire Pellico, ils y vont à cœur joint. T'as je sais pas combien de reportages radio où ils interviewent le policier qui aurait super bien fait son travail, où ils te disent ah mais heureusement, franchement, oh là là, heureusement qu'il a eu l'intuition d'aller ouvrir l'ordinateur de Dominique Pellico pour voir ce qu'il y avait dedans. Mais Dominique Pellico, on a retrouvé ses traces ADN dans une scène de violence d'une agente immobilière qui date de 1999. 1999. Et là, il est en prison, mais il a 73 ans. Et c'est 15 ans après le début des faits et après le début des viols sur Gisèle Pellico. Et vous savez quoi, l'affaire de 1999? Eh ben, en 2011, elle a été classée sans suite. Voilà, c'est ça qui s'est passé. Et ouais. En France, 94% des plaintes pour viol sont classées sans suite. Tout ça, ça nous montre à quel point l'institution policière, la justice, c'est une justice de classe patriarcale et c'est un outil de domination et d'oppression. Et oui, cette société, elle laisse faire et elle est responsable de meurtres racistes, de viols, des affaires Epstein et autres. Mais comment on peut penser aujourd'hui qu'on peut compter sur la justice pour défendre n'importe qui d'entre nous? Cette justice qui sert fondamentalement à maintenir l'ordre capitaliste et patriarcal. Donc nous, on le dit, ouais, la justice, la police, l'armée, l'État, c'est pas réformable, c'est pas améliorable, ça n'existe pas, ça. C'est ça l'utopie, de penser que c'est possible. Parce que c'est un outil
est le bras armé du capitalisme pour maintenir l'oppression et l'exploitation que peuvent se faire les patrons sur notre dos sans qu'on puisse les affronter. Donc oui, nous, on le dit, face aux oppressions, face aux violences capitalistes, on pourra compter que sur nos propres forces pour nous rendre justice. Et ça s'appelle les grèves, les manifestations, les occupations, le regroupement pour en finir avec toute cette société capitaliste. Et puis je termine sur un truc qui est important parce qu'en fait, dans les discussions, parfois, on peut avoir l'impression que face à nous, on a un mur et que le capitalisme, c'est un truc indestructible. Mais tu me diras, c'est normal, le capitalisme, il nous a élevés en nous faisant croire qu'il n'y aurait pas d'autre société possible et puis que c'est impossible de toute façon de tout changer, etc. Mais en réalité, nous, on pense déjà qu'on n'a pas le choix. Et puis que vu ce qui se passe dans la situation, même à l'échelle internationale, le désastre écologique, qu'en fait, on va avoir de moins en moins le choix en fait, que de se poser le problème de renverser l'entièreté de cette société. Mais surtout, pour nous, c'est possible. Et que le problème, c'est qu'on sous-estime en fait nos forces. Les grèves, les mobilisations, c'est ça la solution. C'est ça qu'on pose là dans ces élections, dans la campagne aux municipales avec nos listes. Les sans-fac qui font face à la police, à la sélection sociale, les révoltes pour Naël, les révoltes dans la jeunesse qu'on peut voir partout dans le monde contre les régimes en place, c'est ça les points d'appui qui sont importants. Et quand on dit que les travailleurs et que les travailleuses, ils font tout tourner dans cette société et qu'ils produisent tout, faut aller au bout de la logique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait demain, si tous les travailleurs et travailleuses, ils se mettaient ensemble, ils se coordonnaient et ils faisaient grève, une grève générale, qu'est-ce qui se passe? Le pays, il est à l'arrêt. Comment ils font les patrons pour se faire de la thune? C'est un blocage économique. Et c'est là où on les tient. Le jour où les travailleurs et travailleuses diront qu'on arrête de travailler, de se faire exploiter pour que ça aille directement dans la poche des patrons, ce jour-là, on aura tout gagné. Et c'est ça qu'il nous faut aujourd'hui. C'est un mouvement d'ensemble, une grève générale. On a de l'or dans les mains. Et la jeunesse, elle a un rôle important à jouer aussi là-dessus, dans notre capacité à, déjà, on est nombreux et nombreuses, et puis on est pas mal à être en colère quand même, et à être en capacité de faire des démonstrations de radicalité, de combativité et d'aller chercher les travailleurs et les travailleuses et de mettre en mouvement. Nous, on pense qu'un mouvement d'ensemble lié entre les travailleurs, les travailleuses et la jeunesse, c'est quelque chose qui est devant nous et il faut qu'on comprenne, s'ils nous répriment, s'ils nous attaquent et s'ils sont violents, c'est parce qu'ils veulent une jeunesse qui se taise, une jeunesse qui se tienne sage. Nous, on sera tout l'inverse. Ils veulent nous exploiter, on préparera la grève générale. Ils veulent nous mener à la guerre, nous, on préparera la révolution. Par contre, tout ça, ça veut dire aussi une responsabilité pour la jeunesse, mais aussi l'ensemble du monde du travail. Parce qu'en fait, aujourd'hui, plus que jamais, il faut renforcer les idées révolutionnaires. Mais pour ça, ça veut dire dès maintenant, en fait, renforcer le camp de ceux et celles qui militent dans des partis révolutionnaires et pour la révolution. Il ne faut pas attendre le champ de bataille. Il ne faut pas attendre de ne plus pouvoir respirer ou devoir travailler sous 55 degrés pour pouvoir se poser le problème de quand est-ce qu'on construit la riposte et quand est-ce qu'on construit la confiance qu'on peut avoir dans nos luttes et dans nos mobilisations. Et ça commence dès maintenant par voter, parce que c'est soutenir en fait les idées révolutionnaires, c'est faire un message et une démonstration du nombre que nous sommes à défendre cette idée-là et que c'est possible en fait de renverser cette société. Mais tout ça, en fait, on n'y arrivera pas isolé. Et en fait, il faut qu'on soit coordonnés. Et il n'y a qu'un parti révolutionnaire, en fait, qui est capable de coordonner des forces dans la jeunesse, dans les entreprises, dans le plus de lieux possible, nationalement, avec des liens à l'échelle internationale, et de proposer un plan de bataille. C'est ça qu'il faut construire aujourd'hui. Parce que quand on est tout seul face au capitalisme, c'est sûr que tu es isolé. Hein. Ça, c'est sûr. Et puis tu déprimes bien. Hein. Tu sers à rien, puis tu déprimes bien aussi. Nous, c'est pour ça en fait qu'on dit qu'il faut construire un parti révolutionnaire, des luttes et des mobilisations. C'est parce que quand on est regroupé et qu'on discute ensemble d'un plan de bataille et de comment on s'affronte à eux et qu'on en a les moyens, parce qu'on est dans plein d'universités, plein de lycées, dans plein d'entreprises, là, on commence à tenir quelque chose. Nous, en fait, on pense que c'est ça qui est devant nous, c'est ça qu'il faut construire. Et je m'adresse à l'ensemble de la salle ce soir. C'est très important le nombre qu'on est ce soir. Et je pense qu'il faut aussi qu'on discute de comment renforcer le camp des révolutionnaires et rejoindre aussi nos organisations. Parce que pour l'objectif qu'on a, le renversement de cette société, il faudra qu'on s'y mette tous et toutes ensemble. Allô,
Je vais donner la parole à notre tête de liste Thomas Esteves, salarié chez Suez et militant du NPA révolutionnaire. Bonjour tout le monde. Allô, allô. Petit contretemps, excusez-moi. Donc bonjour tout le monde, je suis Thomas Esteves, donc tête de liste. J'ai le plaisir d'être tête de liste pour ces élections. Et il se trouve que je travaille à La Défense, ce quartier, ce beau quartier qui est au cœur du capitalisme français. Et plus précisément, je travaille dans une grande multinationale du traitement de l'eau et des déchets qui s'appelle Suez. Et Suez, comme les autres grandes entreprises dont ont parlé mes camarades, voilà, c'est un peu à l'image de ce qu'elles ont dit. C'est une boîte qui a pour seule boussole le profit et qui cherche à tout prix à le maximiser. Et donc les beaux principes moraux et républicains dont on nous rebat les oreilles, là, les politiques, toute la journée, ça pèse pas lourd en fait face au sacro-saint business. Et par exemple, on va avoir un jour Macron qui nous dit, comprenez, l'Iran, les mollahs, c'est pas sympa, c'est le mal, donc il faut soutenir les États-Unis qui les bombardent. Et puis tant pis si au passage il y a une école qui est rasée par les bombes. Et en même temps, on va aller faire des visites diplomatiques en Italie, en Pologne, au Maroc ou en Arabie Saoudite. Ils oppriment leur peuple pareil, hein, mais il y a une différence quand même, c'est qu'eux, ils ont de juteux contrats à proposer à nos capitalistes. Et ça change tout. Dans les bagages de ces diplomates, il y a aussi, pas que des diplomates, il y a le gratin des entreprises françaises, tout le patronat. Donc tu as du Total, Vinci, Bouygues, Veolia et Suez. Et oui, Suez, elle n'échappe pas à la règle. Nous, en interne, on entend beaucoup parler d'éthique, de responsabilité sociétale des entreprises, avec les moyens qu'il faut pour nous convaincre. Il y a des formations obligatoires, il y a de la com, il y a des grands discours de nos patrons. Et là aussi, en même temps, ces mêmes grands patrons, ils vont aller tout sourire, serrer la main à des ministres de Meloni en Italie, de Duda en Pologne, qui fait la chasse aux migrants, de Ben Salman, pour aller fêter la signature d'un juteux contrat. Et personnellement, j'ai aucun doute que si un jour il s'avère que les sanctions sur l'Iran ou sur la Russie sont levées, ils sauteront dans le premier avion qu'ils trouvent pour aller serrer la pince à Poutine ou à Khamenei fils, pareil, pour aller signer de juteux contrats. Mais bon, pour ce qui est de l'éthique, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à Milan ou à Riyad pour voir qu'ils n'en ont rien à faire de l'éthique. La course au profit, elle se joue partout, et y compris en Île-de-France. Dans les usines de tri des déchets de la région, Suez, et pas que Suez, ses petits amis concurrents Veolia et Paprec, ont fait bosser pendant des années des travailleurs sans papier dans des conditions absolument dégueulasses. Je vais détailler un petit peu. C'est des gens qui travaillaient sans contrat, sans congé ou avec très peu de congés, avec des journées de malades et parfois sans protection. On parle de gens qui trient à la main des poubelles quand même. Ça nécessite un peu de protection. Il y avait par exemple des cas de gens qui, avec des journées trop longues, trop exténuées, qui n'avaient pas le temps de rentrer chez eux, qui dormaient sur place, à même les poubelles, ou de femmes enceintes de 7 mois, qui bossaient sur des chaînes de tri, encore une fois sans protection. Donc voilà, derrière tous les beaux discours, là, c'est ça le vrai visage de ce genre de boîte. Dans ce cas-là, fort heureusement, il y a un groupe de ces travailleurs sans papier qui s'est mobilisé en fait pour demander l'intégration en CDI, l'accompagnement pour la régularisation et la reconnaissance du préjudice subi. Alors au départ, ils se sont adressés aux directions de ces entreprises et ce qui est bien commode, c'est qu'en fait, ils n'étaient pas salariés de l'entreprise puisqu'ils demandent leur intégration, ils étaient salariés d'un sous-traitant. Donc les directions, elles ont dit vous comprenez, c'est les sous-traitants, quoi, c'est pas nous. Alors qu'en plus, c'est une pratique qui est très très courante dans le secteur des déchets. Mais ils ne se sont pas laissés démonter, ils se sont battus jusqu'au bout, ils ne sont rien lâchés. Ils sont allés manifester devant le siège de chacune des entreprises concernées pour prendre à partie en fait leurs collègues quelque part, leurs collègues qui bossent dans les bureaux. Et ils ont réussi à obtenir l'intégration en CDI, la reconnaissance de leur ancienneté
et un accompagnement dans les démarches de régularisation. Donc pour ça, on salue et on dit un grand bravo aux camarades, parce qu'on le redira autant de fois que nécessaire. Nous, on est pour la régularisation de tous les sans-papiers, immigrés ou non, même patron, même combat. Bon, ça c'est pour le côté éthique. Mais encore plus que l'éthique, quelque chose sur lequel une entreprise comme Suez aime beaucoup communiquer, c'est son engagement pour la planète. Suez, vous comprenez, c'est une entreprise écolo. Il faut dire que l'année dernière, Suez, ils ont fait 1 milliard de bénéfices. Donc ouais, à ce prix-là, moi aussi, je suis écolo, ça paye quoi. Bon, le petit problème, c'est que tout ça, c'est du vent en fait. Déjà, Suez, notamment en France, fait surtout son beurre sur la privatisation des services publics. Parce qu'en fait, la facture d'eau qui augmente, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui augmente, au fin du fin, ça tombe dans les poches des Suez et autres Veolia. Et bon, ça c'est le cas en France. Mais ailleurs dans le monde, dans des pays où l'eau potable vient à manquer, à cause du réchauffement climatique, Suez a aussi quelque chose à vous vendre. Ça s'appelle le dessalement d'eau de mer. Alors qu'est-ce que c'est le dessalement d'eau de mer ? Ça consiste à filtrer de l'eau de mer pour en faire de l'eau potable. Alors sur le papier, c'est magnifique. Sauf que, déjà, ça coûte une fortune en matériel, ça consomme des quantités énormes d'électricité, et en fait, ça rejette de l'eau de mer très concentrée en sel, qu'on rejette dans la mer, enfin dans l'océan. Et donc, à terme, ça fait augmenter la salinité des océans, ce qui n'est pas très bon pour tout ce qui vit dedans. Alors déjà, c'est déjà un problème et quelque chose de très discutable quand c'est pour faire de l'eau potable pour une grande ville en Jordanie, au passage, une autre grande démocratie. Et c'est encore pire, le pire dans tout ça, c'est que un des projets phares de Suez là-dedans, dans le dessalement, c'est de la production d'eau potable, mais pour alimenter des hôtels de luxe au milieu du désert en Arabie Saoudite. Donc, bon, fort heureusement, il y a des collègues chez Suez qui ont une conscience écologique, qui se rendent bien compte qu'il y a un problème, qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et on a même certains collègues qui ont fait montre un peu de résistance et qui ont refusé de bosser sur ces projets-là qui sont ni fait ni à faire. Donc c'est un tout petit exemple, mais ça montre une chose. Ça montre qu'en fait, il n'y a rien à attendre de la gestion de la crise climatique qui nous arrive dessus, et qui nous arrive dessus fort, par cette classe de parasites. En fait, c'est eux qui nous envoient tout droit dans le mur, et au passage, ils essaient de nous vendre le casque. À un moment donné, il faut que collectivement, on leur mette un stop une bonne fois pour toutes. Alors nous, on n'a pas la prétention de représenter les travailleurs ou de parler à leur place. Nous, on ne dit pas votez pour nous, on s'occupe du reste, on va tout changer. Non, voter NPA révolutionnaire, c'est déjà voter pour une liste de travailleurs et de travailleuses qui savent ce que c'est l'exploitation, qui savent ce que c'est les salaires qui n'augmentent pas, et qui ont en commun de vouloir en finir avec ce système. Voter NPA révolutionnaire, c'est avoir pour objectif de soutenir toutes les luttes, toutes les grèves, toutes les manifestations, de les étendre, de les renforcer pour construire la grève générale, prendre le pouvoir pour qu'enfin ce soit les travailleurs qui décident de tout dans cette société. Alors, on va conclure ce meeting avec Gaëlle Quirante, porte-parole du NPA révolutionnaire, secrétaire départemental à Sud-Post Hauts-de-Seine, licencié de la Poste en lutte pour sa réintégration. Il y aura une réunion unitaire qui se tiendra le 24 mars pour construire un plan de bataille contre la répression syndicale. Et le samedi 20 juin, il y aura une manifestation contre toutes ces répressions du siège de la Banque Postale jusqu'au ministère du Travail. À toi, Gaëlle. Ouais, ça a l'air de marcher. On entend bien même, je crois. Bonsoir les camarades, les amis et les collègues. Comme toujours, très franchement, on peut être assez fiers du nombre que nous sommes ici ce soir. Je pense que c'est particulièrement important face à la brutalité du capitalisme d'être capable de se regrouper, comme ça a été dit par les différentes interventions, d'être capable de dessiner des perspectives,
d'être capable de se rendre compte qu'en réalité, face aux capitalistes, face à la bourgeoisie, aux impérialistes, il y a des possibilités, il y a des alternatives, il y a des possibilités de les affronter. Je voulais, parce qu'au meeting de Gennevilliers, mon intervention était essentiellement sur la situation internationale, je ne voulais pas centrer là-dessus aujourd'hui, et plus sur pourquoi en fait c'est quelque chose de fondamental, de militer, de s'organiser politiquement, de lutter. Mais très franchement, ça fout trop la rage de les voir. De voir tous ces capitalistes, tous ces impérialistes se pavaner, de voir comment ils essayent même plus de vendre qu'ils font ça pour les peuples, comment la question du pétrole apparaît de manière limpide comme l'objectif principal de leur guerre, de leur intervention. Les peuples du Liban, ils s'en contrefoutent. Le peuple iranien, ils s'en contrefoutent. L'impérialisme dominant des États-Unis et cet État génocidaire d'Israël, dont la bourgeoisie française porte une responsabilité énorme dans le génocide du peuple palestinien, dans le génocide du peuple à Gaza. C'est plus de 2000 morts, là, entre le Liban, parce qu'on a l'impression, ils nous expliquent les missiles Tomahawk, comment ils partent, où ils partent. C'est des hommes et des femmes, des familles qui sont détruites. Au Liban, les derniers chiffres parlent de 816 000 déplacés. On a la France qui dit « Attention, l'État libanais va s'effondrer ». Face à ça, on se rend aujourd'hui bien compte, ils se sont réunis, le G7, puisque vous savez que c'est Macron qui préside cette instance internationale. Elle est composée du Japon, des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne, du Canada, de l'Italie et de la France. Des bourgeoisies et des capitalistes qui ont du sang sur les mains, du sang des peuples depuis des décennies, qui ont tiré leurs profits, leurs richesses de la colonisation, des guerres, du capitalisme. Du capitalisme. Alors, on aurait pu penser, ils se sont réunis pour discuter de comment on arrête les bombardements, comment on arrête de tuer des peuples. Non, non, ils se sont réunis en fait pour discuter du pétrole, du prix du baril. Et comment ils essayent, pas d'arrêter la guerre, mais de réduire le prix du pétrole, parce qu'ils se rendent compte que ça va générer une crise pour leur profit, parce qu'ils se rendent compte que ça peut générer, y compris, un certain mécontentement, et on se rend compte qu'en fait, il y a des réserves stratégiques, ils appellent ça stratégique, c'est-à-dire des millions et des millions de barils qu'ils ont sous la main. Et on le dit ici avec fermeté, parce qu'on a vu ressortir, en fait, les sièges, les états de siège, comme au Moyen-Âge. Ils sont en train d'affamer le peuple cubain, 11 millions de Cubains et de Cubaines, dans lequel l'impérialisme dominant est en train d'interdire toute possibilité de commercer avec ce peuple, avec ce pays. Ils sont en train de l'asphyxier totalement. Et on se rend compte à ce moment-là qu'en fait, les alliés, fussent-ils chinois ou russes, ne servent à rien. Sont d'autres impérialistes dont la seule chose qu'ils regardent, c'est leur profit. La question des progressistes d'Amérique latine, des chavistes, des bolivariens, qui commerçaient, dont on voit bien qu'ils n'ont aucun problème aujourd'hui, en fait, à s'accommoder avec un protectorat yankee des États-Unis. Les peuples, les travailleurs, les travailleuses, on n'a rien à attendre, en fait, de ces nationalistes bourgeois. On n'a rien à attendre d'autres camps impérialistes comme la Chine et la Russie. Et si on avait encore des gens qui avaient le moindre doute, la situation actuelle le montre. Ils s'en contrefoutent. Ils s'en contrefoutent, la Chine et la Russie, des peuples, tout comme les États-Unis et notre propre bourgeoisie et impérialisme. Ils s'en cachent même plus. Le ministre de la Défense, avant-hier, Pete Hegseth, il a déclaré, mais la guerre en cours en Iran n'a rien à voir avec un exercice de construction de la démocratie. Ça, on avait bien compris que ça n'avait rien à voir avec ça. Donc il faut le dire sans hésitation.
Ça nous regarde, ce qui se passe là-bas. Ça regarde les travailleurs et les travailleuses d'ici. Il faut qu'on ait une position claire, sans la moindre hésitation. Non à la guerre impérialiste contre les peuples du Moyen-Orient. Aucune participation française à cette guerre pour le profit. Mais aussi qu'on ne paiera pas leur sale guerre, ni par des politiques austéritaires et antisociales dans lesquelles on verra de plus en plus des budgets militaires augmenter, des rafales contre la construction d'hôpitaux. Mais ni à la pompe, on ne va pas payer leur guerre à la pompe. Et donc, je suis tombé hier sur un communiqué de la CGT par rapport à la situation, c'est-à-dire la principale organisation ouvrière nationale, la CGT. Et je commence à lire le communiqué, je me dis face à l'urgence, je me dis ça commence bien. Une réunion immédiate doit être tenue. Je me dis on va faire bloc, classe contre classe. Et patatras, réunion immédiate doit être tenue à Bercy, ministère de l'économie. C'est sûr que les grands groupes pétroliers doivent trembler. C'est pas pour les tailler, même si un peu quand même. Mais vous voyez, là on a la démonstration. Vous savez, souvent on dit, il y a ces petits refrains populaires qu'on aime bien. Les vrais potes, on les voit quand il y a une situation un peu compliquée. Hein? Bah là, les représentants des travailleurs et des travailleuses, au niveau international, on les voit quand il y a une situation un peu compliquée. C'est une impasse, cette politique. Qui est quoi? C'est quoi qui sous-tend cette politique? C'est quoi qui sous-tend ce communiqué? C'est pas ils sont pas courageux, ils sont pas forts. C'est toujours cette illusion de la collaboration de classe, du dialogue social. Tous les acteurs doivent se rencontrer pour une discussion transparente. C'est la fin du communiqué de la principale organisation ouvrière qui a dans ses statuts la question de la lutte des classes. Alors face à ça, je parlais de refrain et de potes. Vous l'avez compris ici, on est tous des militants et des militantes investis dans les bagarres et dans des luttes. Très souvent, on a plein de potes. J'ai envie, y compris au travers de ce live et autres, de m'adresser directement à un de ses potes qui est là, qui te dit « Vraiment, ce que tu fais, c'est formidable. Bravo. Mais je vais voter pour la France insoumise. » Ou qui dit « Franchement, t'as du courage, hein. Mais tu crois pas que l'union de la gauche, ça serait pas mal ?» Alors là, c'est vrai qu'aujourd'hui, à Nanterre, avec 10 listes, tu l'as dit, Mathilde, 5 d'entre elles, ils viennent tous de la majorité, personne n'assume le bilan, ça ouin au niveau du Parti communiste français parce que le PS se barre, et ailleurs, ils sont ensemble dans d'autres endroits, mais en même temps, ils mettent en place des politiques austéritaires. Je ne vois pas pourquoi ils feraient autre chose quand ils sont dans des villes, alors qu'au niveau du gouvernement, sans même y être, ils laissent passer des budgets austéritaires avec des suppressions d'emplois dans l'éducation nationale. Mais toujours un peu ce message, gros big up Gaël, vas-y, c'est bien ce que tu fais, mais moi je vais, pour les choses sérieuses, je vote FI. Alors en fait, j'ai envie quand même de m'adresser, je voulais dire à qui, comment, quoi, qu'est-ce. On va pas dire, ouais mon collègue, ça fait genre un peu, mon collègue qui vote FI, que j'aime bien. Non, un dirigeant de la France insoumise, que je kiffe, que j'aime bien, que je respecte, Éric Coquerel. Mais franchement, juste un truc. Quelle question tu vas trancher à un moment donné dans ta vie? Cette question sur le pouvoir du patronat. On en finit ou pas avec le pouvoir du patronat? Il cohabite avec un autre pouvoir ou pas? Nous, quand on dit en fait que les travailleurs et les travailleuses doivent décider de tout, c'est parce qu'en fait on fait tout tourner, mais on veut imposer un autre pouvoir, qui est le pouvoir des travailleurs et des travailleuses. On ne veut pas donner l'impression qu'il serait possible de gérer le capitalisme. Éric, tu vas me dire, mais on ne veut pas gérer le capitalisme. Nous, on veut vraiment immédiatement s'y confronter. Lui donner en fait un visage humain. Gérer humainement une bête vorace, féroce, dont le seul objectif, c'est de faire du profit, y compris en période de pandémie, de guerre. Mais comment on va le combattre? Avec des bulletins dans l'urne?
Comment on fait? Eh bien, bon, lui c'est moi un pote, mais Jean-Luc Mélenchon, il nous donne une réponse. Ouais, il donne une réponse, Jean-Luc. Au moment là où ça a été tendu, et vous avez vu que l'union de la gauche et l'ensemble de la gauche institutionnelle, elle n'était pas au rendez-vous, hein, quand ça canardait sur la France insoumise, parce qu'un facho est mort. Bon, il faudra faire la lumière, hein, parce que de semaine en semaine, tu as de plus en plus de vidéos, tu as de plus en plus de CV du gadjo, où très franchement, faut pas être très étonné que dans une manif pour un nazi, ça soit blindé de nazis. Mais tout le monde a trouvé normal de se dire minute de silence pour le nazi. Et tout le monde trouve normal qu'avant même de se faire condamner, les gars soient en détention provisoire. On le redit. On pense que combattre l'extrême droite, combattre les politiques antisociales, si on veut en finir avec l'extrême droite, ça se fera de manière massive, majoritaire. Mais on demande qu'ils sortent. T'as un Sarkozy là qui va chouiner parce qu'il a mené des guerres en Libye, parce qu'il s'est fait financer par Kadhafi pour pouvoir être président de la République, et qu'il a chouiné pour dire est-ce qu'on ne pourrait pas faire une commutation de peine, s'il vous plaît? Ah non, c'est pas très pratique le bracelet électronique à la cheville. Tu crois que c'est pratique de foutre la merde dans tous les pays du monde, comme ça a été fait par la France pendant des décennies et des décennies? Donc oui, la question en fait de comment on s'affronte, elle est essentielle. Et cette question-là, en fait, le fait de ne pas la trancher, est-ce qu'on est pour le pouvoir du patronat? Ce que disaient les camarades ici. On est contre, en fait. Mais je veux dire, mais en fait, il n'y a même pas besoin d'être très malin. Comment on peut défendre une société basée sur un ordre social qui est l'exploitation, l'oppression? Je suis obligé, pour vivre, de me salarier et de me faire exploiter. C'est-à-dire, tu me voles ce que je produis. Et en plus, je ne décide de rien. Et en plus, tu me traites comme une merde. Alors que dans tous les moments un peu critiques, on se rend compte que ce sont ceux qui sont dans les transports, ceux qui font le nettoyage, ceux qui distribuent le courrier, qui sont essentiels. Tous ceux qu'on méprise, tous ceux qui sont obligés de s'excuser 10 000 fois parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont pas le bon mot, qu'ils n'expliquent pas la bonne chose. Et derrière, on voit quoi? Des présidentes de fac qui en fait refusent d'inscrire des étudiants qui sont issus de la classe ouvrière. Et évidemment qui sont issus de la classe ouvrière qui est la plus précarisée, c'est-à-dire ceux qui sont ressortissants de l'immigration et issus de l'immigration. On le dit avec force, sans la mise en mouvement de la classe ouvrière, toutes ces oppressions se maintiendront. Le patriarcat, le racisme, l'LGBT-phobie, tout ça se maintiendra. Et donc la question de la force des travailleurs et des travailleuses, elle est centrale. Et on ne va pas pouvoir esquiver cette question-là. Qui doit exercer le pouvoir pour l'émancipation de l'humanité? Nous, on y répond, les travailleurs, les travailleuses. On dit, c'est pas logique de vivre dans un monde où il faille se faire exploiter par un patron. Enfin, franchement, tu parlais d'enfants de 4 ans, mais qui peut trouver ça normal? Eh ben non, ici, à l'école, on dit c'est bien. L'État, il est là, t'inquiète, il va faire l'arbitre, tout va bien se passer. Puis tu te rends compte qu'en fait, non, ça se passe pas bien, en fait. T'inquiète, il va y avoir des négociations sur les salaires. Puis tu vois parachute doré pour la PDG de la Poste. Tu vois des milliards et des milliards d'euros pour les milliardaires qui, depuis 2017, n'arrêtent pas d'en mettre plein les poches. Et une polarisation avec, en fait, tous les travailleurs et les travailleuses qui, eux, s'appauvrissent de plus en plus. Alors, ça peut sembler une vérité évidente. Il va falloir se battre, il va falloir se regrouper, il va falloir agir. Éric, tout ce qu'on a obtenu, notre classe sociale, ce n'était pas dans un programme électoral. C'est une évidence. Mais s'il n'y avait pas eu des occupations, des grèves, des généralisations de ces grèves, on n'aurait pas les congés payés, on n'aurait pas les droits que nous avons aujourd'hui. C'était facile, sans droit de grève, de bloquer les usines, de les occuper. La répression, elle était plus sympa à l'époque qu'aujourd'hui. Mettre l'énergie et le centre de notre énergie autour des grèves, autour de la force que représentent les travailleurs et les travailleuses, c'est ça le rôle que doivent jouer tous ceux et toutes celles qui veulent en fait défendre l'émancipation. Parce que passer ta vie à dire vote et ça va régler,
Je reviens à mon pote Jean-Luc. Quand c'était le bordel là, avec l'extrême droite, vous avez dit merde, il a oublié de parler Jean-Luc. Eh bien, il revient. Nous croyons aux élections. Ça, c'était pour se départir de. On n'est pas l'extrême gauche, nous, hein. Attention, nous, on aime bien quand même l'extrême gauche parce qu'ils sont sympas, ils apportent des trucs, puis en plus j'en viens, quoi. Donc voilà, mais il dit nous croyons aux élections comme moyen de la conquête du pouvoir. Et pour être plus précis, comme seul moyen de la conquête du pouvoir et de son exercice. Le problème, c'est qu'il ne parle pas de quel pouvoir. Et c'est là où on rentre dans la gestion du capitalisme. Alors Eric, comme je sais qu'on se respecte, qu'on s'aime bien, qu'on a même, fut un temps, milité dans la même organisation, peut-être que ça vaudrait le coup de le dire autour de nous. Et dans le cadre de cette campagne, ce que nous essayons de faire, c'est quoi ? De le dire très largement, aux travailleurs, aux travailleuses, aux jeunes, à tous ceux et toutes celles qui en réalité galèrent. Mais pas pour se dire on galère, on est des victimes, on ne va pas y arriver. Pour comprendre les codes. Pourquoi en fait, si tu défends en fait la perspective de dire c'est par les élections que tu résous les soucis, qu'en fait tu veux gérer le pouvoir des capitalistes, mais pour lui rendre un petit côté plus sympatoche, qu'en fait tu vas arriver à ce qui se passe dans tous les pays où ils ont procédé comme ça dans l'histoire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les capitalistes disent hey, t'es mignon, ou t'arrêtes, comme Tsipras en Grèce, ou bien sinon tu dégages, comme Allende au Chili. Et donc il n'y a pas d'autre option que celle de faire en sorte que ceux et celles qui font tout tourner, à un moment donné, prennent leurs affaires en main. Et ne pas avoir ce point de vue, ça donne quoi ? Ça fausse toutes les affaires sur tout le reste. Sur les revendications, par exemple, ça donne des revendications bidons. Je me rappelle des camarades de la France Insoumise, vous vous rappelez de ce moment qu'on a eu quand même assez magique, entre juillet 2024, il fallait tous voter pour le NFP, le Nouveau Front Populaire, tu vas voir, ça va tout... Et puis après, hop, deuxième tour, vote Borne. Là, tu dis, merde, Borne, quand même, celle qui a mis la contre-réforme des retraites. Et puis, Darmanin aussi, hein, tu le mets dans la soupe. Là, non, quand même. Et puis, mais c'est pour l'unité, hein, l'unité antifasciste. Puis après, ça, POM, ça explose. Le PS revient le PS. Bah oui, dès qu'il a été ressuscité, il revient à ce qu'il est. C'est-à-dire un agent très clair de la bourgeoisie. Et donc, dans ce moment-là, nos camarades de la France Insoumise nous disaient le programme, rien que le programme, tout le programme du Nouveau Front Populaire. À l'époque, c'était pour mettre Lucie Castet. Et là, ça donne soit le programme, tout le programme, rien que le programme. Nous, on dit non, on ne veut pas ton programme du Nouveau Front Populaire. C'est 1 600 € net. Je sais pas comment. Nous, en tous les cas, on vit avec ça. Et même un peu en dessous. Pour les plus anciens, j'ai vu les collègues postés à l'arrière qui me disent gueule, tu déconnes. Hein. Les plus vieux, on vit avec ça, mais tu peux pas vivre en fait. Tu survis avec ça. Donc demander ça, c'est quand même une vaste blague. Sur la police, l'État et les juges, ça a été dit. Non, il faut réformer la police, etc. Police de proximité. Non mais, je veux dire, les flics, moins ils sont proches de nous, mieux c'est. Me les ramène pas, s'il te plaît. Ni dans les quartiers, ni nulle part. Me les ramène pas. Non, je veux pas de police de proximité. Ça a été dit là, mais l'État capitaliste, c'est une bande d'hommes armés qui est là pour maintenir la domination quand ça pète. Sur la question de l'écologie, franchement, ça sonne bien. Tu lis le programme, rien que le programme, tout le programme, c'est planification écologique. Tu dis, super. Et quand le patron Total te dit, va me voir ailleurs si j'y suis, tu fais comment ? Je veux dire, il faut les exproprier. Il faut réquisitionner ces entreprises. Je veux dire, si tu veux éviter que la planète soit détruite, va falloir bien foncer dans la propriété privée. C'est comme la question des licenciements. Imaginez quand même. Rappelez-vous pour les plus vieux d'entre nous, qui aurait imaginé, tu te disais, la Cour pénale internationale, un mandat d'arrêt, attends, c'est le truc le plus up du plus up. Ils n'en ont rien à faire. Là, ils votent la soi-disant nationalisation d'ArcelorMittal. Rien à faire. D'abord, c'est voté en première instance, deuxième instance, c'est plus voté. Mais pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu as fait ? Tu as dit aux travailleurs et aux travailleuses, va au Parlement faire un rassemblement parce que c'est le moment où on va voter. Et puis t'inquiète, il y a la deuxième lecture. Au lieu de dire, adresse-toi à toutes les boîtes qui ferment, tous les plans de licenciement, combattons comme on l'a fait en 95, comme on l'a fait en 2006.
sur la question du contrat première embauche, comme on l'a fait en 2019 et 2020 et en 2023 sur les retraites. Ils vont dire, on n'a pas gagné. Non, on n'a pas remporté de victoire revendicative. Mais ces manifestations, ces kilomètres franchis, ces grèves, ces piquets, ces liens faits, font qu'aujourd'hui la question des retraites, le fait de revenir sur la contre-réforme de Macron, si on n'avait pas mené toutes ces bagarres-là, toutes ces grèves, ils auraient pu faire tous les cinémas qu'ils voulaient à la tribune de tous les parlements qu'ils veulent, européens, nationaux, régionaux, municipaux. C'est les grèves qui ont obligé toute une série d'organisations politiques à devoir se positionner contre la réforme de Macron et à faire que ce soit un marqueur politique. Cette question-là, pour nous, elle est effectivement aujourd'hui centrale. La question des moyens qu'on a pour imposer, évidemment, nos bagarres. Alors, je ne vais pas être beaucoup plus long. 3 points. On dirait, merde, 3 points, ça va faire long. Non, je vous promets. Premièrement, nous, dire ça, c'est pas on dit ça et puis voilà. On propose l'unité d'action. Les camarades de la France Insoumise, aujourd'hui, en fait, dans la situation actuelle, je rigolais sur le communiqué de la CGT, mais il y aurait besoin, en fait, que les Besancenot, les Fabien Gued, directeur de l'Humanité que je kiffe, Éric Coquerel, Mélenchon, toutes les directions syndicales se rencontrent, discutent plan de bataille. C'est bien de dire on est pour en fait bloquer les prix à la pompe. Mais je veux dire, tu vas l'imposer comment ce truc-là? S'il n'y a pas des manifs, s'il n'y a pas des grèves, s'il n'y a pas la crainte de la part des grands groupes pétroliers que ça puisse dégénérer de leur point de vue. La question de l'unité d'action, on est pour. Ça va faire les 20 ans là, du CPE, contrat première embauche. Je t'en ai parlé du SMIC jeune là, que propose le MEDEF. Mais comment c'est parti en sucette cette affaire? Il y a eu l'unité d'organisation de jeunesse qui appelait à la grève, au blocage des universités, qui s'adressait aux travailleurs et aux travailleuses, qui se donnait les moyens de s'auto-organiser au travers d'assemblées générales, de comités de grève. Le nombre, il est central. L'organisation indépendante, c'est-à-dire autonome de ceux et celles qui, en réalité, vivent cette exploitation et cette oppression, elle est centrale. Mais c'est possible de le mettre en œuvre. Pourquoi c'est pas ça qui est à l'ordre du jour? Pourquoi on nous parle que d'unité? Pourquoi à la fin de ces élections, sûrement ce qui va être dans le calendrier principal de toutes ces organisations, c'est les présidentielles de 2027? Parce qu'ils ne croient pas dans la force que représentent les travailleurs et les travailleuses et leur capacité à tout changer. Et c'est ça la différence qui est fondamentale entre les révolutionnaires et cette gauche institutionnelle. Nous faisons confiance dans les travailleurs, dans la force qu'elles représentent. Est-ce que c'est facile? Évidemment que ça ne l'est pas. Évidemment que ça ne l'est pas. Les grèves sont jamais simples. Les bagarres sont jamais simples. Mais ce n'est pas juste les camarades. Ce n'est pas juste qu'on n'a pas le choix. Évidemment qu'on voit dans cette course de vitesse qu'il y a une question de eux et nous. Et franchement, en tant que travailleurs et de travailleuses, lutter, se regrouper avec d'autres, se poser le problème de quelle société on a envie de construire. Il n'y a rien de plus émancipant que ça, en fait. On pense quoi? Que dans la société actuelle, on va pouvoir passer entre les gouttes? Être le meilleur sportif? Être le meilleur étudiant? Le travailleur le plus emblématique de son service? Mais on ne va pas passer entre les gouttes. Leur logique, c'est toujours plus de profit, plus de guerre, plus de destruction de la planète et plus d'oppression. Face à ça, s'organiser, se regrouper. Et c'est ce qu'on propose avec le NPA révolutionnaire. C'est une petite échelle. Le nombre qu'on est là, c'est à l'image de notre classe. Mais j'ai envie de dire, c'est surtout à l'image de nos luttes, de nos interventions. C'est au travers de ça qu'on s'est connus, rencontrés, et de cette campagne politique. On en reste là ou on continue après, au lendemain du premier tour? Évidemment que ça ferait une différence si tu avais un travailleur qui était au conseil municipal. Pas parce qu'il serait les yeux et les oreilles, s'il serait les yeux et les oreilles des travailleurs et des travailleuses, mais il serait le poil à gratter dans tous ces gens qui sont dans aucune bagarre, dans aucune lutte, qui ont du mal des mois et des mois avant de défendre le fait d'être médiateur pour les sans-fac à l'université, pour le droit à l'éducation.
Je dis un truc basique. Évidemment que ça ferait une différence. Mais la plus grande des différences, c'est que le nouveau parti anticapitaliste révolutionnaire, on s'est présenté dans 29 villes, 29 listes. C'est plus de 1300 personnes. C'est à la fois pas grand-chose et énorme. Si ces 1300 personnes font le choix d'agir, parce que les explosions sociales, ce n'est pas nous qui les provoquons, mais on peut y jouer un rôle. Et ça fait une différence si on sait dans quelle direction on a envie d'aller, si on a une boussole, une boîte de vitesse, une stratégie, une tactique. Et ça, c'est des choses qu'on peut aujourd'hui renforcer. Mais pas simplement ça. En tant que tel, nos camarades révolutionnaires, on n'est pas les seuls. Pourquoi partout où on ne sera pas présent, on appellera à voter pour lutte ouvrière? Parce qu'ils ont déposé plus de 280 listes. Ça fait plus de 10 000 personnes. Là encore, on considère qu'on additionnera ces résultats et qu'on a envie d'additionner ces militants et militantes. On a envie de dire une chose, les camarades. On peut faire autre chose que subir. On peut se donner les moyens de construire une autre société. Quand on dit, nous, le communisme, souvent on nous dit sur les réseaux, beaucoup, dans la rue, personne ne se permet de faire ce genre de... Ah, communisme, on l'a déjà vu, communisme, c'est quoi? C'est une société sans classe, sans oppression, ça n'a existé nulle part. On se revendique des révolutions ouvrières telles que celle de l'Union soviétique d'octobre 17. Mais qu'on ne nous mélange pas avec la perversion stalinienne. Qu'on ne nous mélange pas avec ça. Et aujourd'hui, s'il y en a qui avaient encore des doutes sur la Chine et la Corée du Nord, ce qu'ils sont... Ah, mais on rigole, mais on voit pointer le bout du nez de gens qui se disent Mao, c'est pas mal, la Corée du Nord, pourquoi pas, la Chine, il faudra le défendre, c'est un État ouvrier. Non, nous, on n'a pas attendu 53 pour critiquer la dégénérescence bureaucratique. Évidemment que le courant de lequel on provient, communiste, internationaliste, trotskiste, eh bien, il a fait sien toute une série de questions qui sont essentielles. L'indépendance vis-à-vis des nationalistes, l'internationalisme, la nécessité de tisser des liens. Vous voyez bien, y compris des débats qu'il y a pu y avoir dans l'histoire. Les liens aujourd'hui de Cuba. C'était plus utile d'avoir des liens avec des États dégénérés qui ne défendent pas les travailleurs ou les travailleuses, ou de se lier à des travailleurs et des travailleuses, à des organisations ouvrières, à porter jusqu'au bout les intérêts de la classe. Ces questions-là, dans la période dans laquelle on est, vous voyez, tous ces masques-là, ils tombent. Mais ça veut dire que dans les périodes dans lesquelles on est à la fois dans des possibilités de guerre, c'est aussi des possibilités de révolution. Et ces choix de vie, on peut les faire individuellement. Je le disais hier à Lille, on peut se poser le problème, est-ce que s'organiser dans une organisation révolutionnaire, ça nie notre individualité? Mais c'est tout le contraire. Ça permet de rencontrer des gens qu'on n'aurait pas forcément rencontrés, des expériences qu'on n'aurait pas forcément rencontrées, de se confronter à des problèmes qu'on n'aurait pas forcément traités dans le couloir que nous réserve le capitalisme à notre classe. Ce projet-là émancipateur, il est essentiel. On essaye de le porter à notre échelle. Et ces élections municipales sont un premier pas pour aller dans ce sens-là. Franchement, tous ceux et toutes celles qui sont aussi dans cette salle, qu'ils discutent autour d'eux, pour faire voter. Parce que ça ferait une différence s'il y avait des conseillers municipaux à Gennevilliers, à Nanterre, qui portent ce discours, qui le portent dans les conseils municipaux, qui les portent dans les entreprises, qui les portent dans les lieux d'études et qui les portent dans les quartiers. Ça ferait une sacrée différence. N'hésitez pas à laisser votre numéro. Ce n'est pas pour vous envoyer des pubs de la Poste. C'est pour donner des informations comme celle que le 21 mars, on sera aux côtés de la famille de Naël, à Nanterre. Parce qu'on n'oublie pas et on ne pardonne pas ce que fait cet État policier, cet État raciste. Mais pour ça, il faut des organisations. Regardez les colères qu'on a connues en 2016, en 2018, en 2019, en 2023. Si toutes ces colères-là se combinaient, ce sont des géants au pied d'argile. Mais pour ça, il faut des organisations implantées dans la classe ouvrière, implantées dans la jeunesse, implantées dans les quartiers et les lieux d'études. Et c'est de ça dont on aimerait faire un petit saut. Se dire qu'en sortant de cette campagne des municipales,
on arrive à élargir notre toile, notre réseau, nos oreilles, pas juste dans les conseils municipaux, notre voix, dans les quartiers, dans les entreprises, pour quand les explosions sociales qui sont devant nous, on soit capable de justement y jouer un rôle et de poser cette question centrale. Sans nous, ils sont rien. C'est nous qui travaillons, c'est nous qui décidons. Pouvoir aux travailleuses et aux travailleurs. Donc déjà, un énorme merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont soutenus et aidés tout au long de cette belle campagne. Dimanche, oui, on vote pour notre liste Nanterre ouvrière et révolutionnaire. Mais ce n'est pas fini, la lutte continue. Venez et continuez à militer avec nous. Je vais vous donner quelques échéances. Donc dès demain soir, rassemblement en soutien au peuple iranien à Paris. Samedi, c'est la marche des solidarités qui appelle à une manifestation à 14h, place de la Nation, afin d'exprimer nos perspectives contre le racisme et l'extrême droite face aux illusions institutionnelles. Le 21, comme l'a rappelé Gaël, soutien pour Naël contre les violences policières à Nanterre. Ensuite, samedi 28 mars, au soir, il y aura un meeting à l'occasion des rencontres nationales ouvrières à Paris pour se regrouper. Il y aura également le samedi 30 mai à Clichy, la fête du NPR révolutionnaire du 92. On vous y attend toutes et tous. On participe également cet été à un camp internationaliste en Espagne du 29 juillet au 2 août. Avec des organisations politiques sœurs du NPR révolutionnaire, dont des organisations politiques venant des États-Unis, de Grèce, d'Allemagne et de l'État espagnol. Il y aura également fin août, du 22 au 26 août, les rencontres d'été révolutionnaires. Et je vous invite à rester afin de discuter. Il reste aussi, je crois, des choses à manger, à boire au buffet, donc n'hésitez pas. Et il y a aussi notre librairie, livre presse révolutionnaire, avec notamment la vente du journal révolutionnaire. Voilà, que Bart montre. Et du coup, on va chanter tous ensemble l'Internationale. Merci.